Et ce qui reste alors inexploré, c'est entre autres les fonds marins. Donc on est bien ici dans une expérience de la nature que la nature ne nous offre pas aisément. C'est une expérience qu'il va falloir mériter. N'oublions pas que c'est un grand livre politique, puisque Nemo, c'est aussi la figure du rebelle qui revient souvent dans les textes de Jules Verne, qui était lui-même assez anarchisant. Salut Jean-Marc. Salut Pierre-Alexis. Bah écoute, on se trouve aujourd'hui pour une vidéo pour les scientifiques, donc sur le français plus précisément. Il y a 3 œuvres à lire et l'objectif c'est de faire une capsule par livre afin de pouvoir un peu démystifier les œuvres. Je te propose qu'on commence aujourd'hui avec l'œuvre de Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Est-ce que ça te va ? Oui, parfait. Bah alors du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ce livre ? Alors, pour ce roman de Jules Verne, qui est un des plus célèbres et qui a fait rêver les enfants de bien des générations, 20 milieux sous les mers, dont on connaît aussi la grande adaptation cinématographique très hollywoodienne avec Kirk Douglas. Bon, alors, petite présentation très succincte, puisque je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire. 3 personnages principaux, le scientifique, un ancien médecin devenu professeur au musée d'histoire naturelle de Paris, le professeur Aronnax, son domestique, complice, qui porte l'étrange nom de Conseil, mais le nom avait été emprunté à un personnage que Jules Verne connaissait personnellement. Alors il s'appelle Conseil et Jules Verne précise qu'il ne donne jamais de conseils, même et surtout lorsqu'on lui en demande. Et puis l'autre personnage, le personnage mythique de 20 milieux sous les mers, le fameux capitaine Nemo. Alors Nemo qui signifie personne. Effectivement, cet homme qui veut n'être plus personne aux yeux de la civilisation, de la société et des nations avec lesquelles il a rompu définitivement, avec un certain ressentiment qui ressort dans ce roman. Bon, alors voilà ces 3 personnages qui se rencontrent de manière tout à fait fortuite et violente, puisque si on retrace le parcours de l'intrigue, alors, le roman est écrit dans la dernière partie du 19e siècle. Le roman est publié juste avant la guerre de 1870. La publication sera même interrompue par la Commune de Paris et ne sera reprise qu'en 1871. D'abord en feuilleton dans la presse, évidemment. C'est une période extrêmement troublée que cette fin du 19e siècle, marquée par un essor considérable des sciences et des techniques. Et ici, Jules Verne va emprunter un objet technique et scientifique, un fameux sous-marin de poche, qui a été déjà inventé il y a bien longtemps, à la fin du XVIIIe siècle. Et on voit que Jules Verne utilise davantage la science du siècle précédent que la science de son propre siècle. Alors on dit que Jules Verne a anticipé les sciences et les techniques. Alors pas tout à fait, il se sert plutôt de ce qui l'a précédé. En sait, il n'est pas très novateur non plus. Et ce sous-marin de poche lui inspire alors cette fameuse histoire. C'est la crise, puisque les mers, les océans, les traversées sont bouleversées par une menace qui surgit de manière de plus en plus régulière et toujours dévastatrice, celle d'un poisson monstrueux qui écumerait les mers, qui bouleverserait toute la navigation et surtout tous les transports maritimes commerciaux. De sorte que les compagnies d'assurance doivent payer des sommes considérables pour tous ces navires perdus corps et biens. Les compagnies d'assurance déclenchent en quelque sorte une guerre expéditive contre ce monstre marin, et c'est ainsi qu'un navire redoutable qui porte le nom de l'ancien président des États-Unis, Abraham Lincoln, est affrété pour partir à la chasse à ce monstre marin. Et dans l'équipage, on retrouve le fameux professeur Aronnax, français, qui a été dépêché pour observer cette mission en tant que scientifique. Il est donc avec son domestique et complice Conseil, et
il y a un Québécois avec lequel il va pouvoir converser en français, le fameux Ned Land, qui est un harponneur, redoutable harponneur sur lequel on compte pour mettre fin à la vie de ce monstre qui dévaste les mers. Bon, alors je passe sur les détails, mais évidemment, Abraham Lincoln sera attaqué par le monstre, harponné par le monstre, parce que c'est ça qui caractérise ce pseudo-animal. Il saisit les navires, les harponne et les renverse. Et là, nos 3 protagonistes seront projetés sur ce monstre marin. Ils découvriront alors qu'il ne s'agit pas vraiment d'un monstre, ou en tout cas pas d'un monstre naturel. Vous êtes en prépa MP, PC, PSI, vous souhaitez être accompagné jusqu'aux portes du top 5 des meilleures écoles d'ingénieurs. N'hésitez pas à consulter la description pour en savoir plus sur nos programmes, et notamment notre programme annuel, la prépa digitale, qui vous accompagne 9 heures par semaine à travers des cours Focus Concours en petits groupes. Et que ce n'est pas en cela une expérience de la nature que d'être confronté à ce supposé et mythique monstre marin, puisque c'est simplement un sous-marin. Ils sont sur la tôle du sous-marin, ils entreront alors dans ce sous-marin, ils découvriront un univers fascinant, sur lequel règne un personnage non moins fascinant, le fameux capitaine Nemo. Et Nemo leur présente alors cet univers à la fois raffiné et radicalement coupé du monde, puisque Nemo s'est constitué un univers qui lui est propre et dans lequel il prétend être absolument libre, hors de toutes les lois qui font autorité à la surface, loin de tous les dominants qui entendent le soumettre à leurs lois et à leurs intérêts à la surface. On découvre alors cet univers à part entière, qui est cet objet qui va se révéler scientifique, qu'est le Nautilus, donc ce fameux sous-marin. Avec son célèbre hublot à travers lequel on peut contempler toute la faune sous-marine. Et évidemment, le professeur Aronnax ne pourra que se délecter de toutes ces expériences de la nature que lui propose cette exploration des fonds marins grâce au Nautilus et au fameux capitaine Nemo, qui l'invite alors à partir à la chasse aux requins, comme si on partait à la chasse aux lapins de Garenne. Bref, tout cela est assez sidérant pour Aronnax et conseils. Quant à l'harponneur Ned Land, il n'est pas très fasciné. Lui, il trouve que la nourriture uniquement faite de cétacés n'est pas tout à fait gastronomique. Et lui, aventurier comme il est, il ne pense qu'à harponner des animaux. L'aventure se poursuit au fil des déplacements sous-marins du Nautilus, qui parfois accostent dans certaines zones. Ils vont jusque dans les zones les plus reculées, découvrant des terres inconnues. Et de multiples pages sont consacrées d'ailleurs à l'observation de tous ces animaux sous-marins, jusqu'au jour où le Nautilus sera en difficulté et nos 3 protagonistes, Aronnax, Conseil et Ned Land, pourront alors s'enfuir du Nautilus dans lequel ils étaient enfermés, car Nemo leur avait bien signifié à leur arrivée qu'ils n'étaient pas invités, mais qu'ils étaient bien prisonniers désormais. Pas seulement prisonniers du Nautilus, ils étaient prisonniers d'un secret, le secret de la vie de Nemo, et il n'était pas question qu'ils sortent, qu'ils reviennent à la surface pour divulguer un tel secret. Donc ils étaient en quelque sorte prisonniers à vie, et prisonniers de la vie sous-marine de ce fameux Nemo. Le Nautilus en difficulté, nos 3 protagonistes parviennent à s'échapper. Ils se retrouvent alors sur une île au large de la Norvège. Et là, ils pourront être sauvés, retrouver la vie, j'allais dire normale, disons conventionnelle des êtres diurnes, de ceux qui vivent à la surface. Quant à ce qu'il adviendra du Nautilus, on n'en saura rien, et le roman s'achève sur cette incertitude. Le Nautilus est promis finalement à cet infini de l'incertitude qui concerne son destin. Mais alors, 2-3 choses à bien retenir dans cette intrigue un peu tumultueuse. Tout d'abord, considérons que pour Jules Verne, la fin du XIXe siècle, il écrit dans les 40 dernières années du
du 19e siècle. La fin du 19e siècle marque aussi l'achèvement de l'exploration de la surface de la Terre. La Terre est finie, il faut alors visiter d'autres contrées. Et ce qui reste alors inexploré, c'est entre autres les fonds marins. Donc on est bien ici dans une expérience de la nature que la nature ne nous offre pas aisément. C'est une expérience qu'il va falloir mériter. Une expérience qui ne se fera qu'à la faveur d'une aventure périlleuse. Et en l'occurrence, une aventure qui n'est pas intentionnelle ici, puisque nos 3 protagonistes sont pris dans l'accident tragique de leur vaisseau. Il s'agit également dans ce roman non pas de science-fiction, puisque, encore une fois, Jules Verne n'invente pas des sciences et des techniques scientifiques qui n'existent pas encore. Il ne s'agit pas de science-fiction, il s'agit bien d'une fiction dans laquelle des éléments scientifiques et techniques du siècle passé interviennent. Mais soyons prudents avec la science-fiction chez Jules Verne. Enfin, remarquons ici que Jules Verne, contrairement à ce que l'on dit souvent du 19e siècle, n'est pas très optimiste à l'égard de la planète. Il est peut-être à rappeler qu'à la fin du 19e siècle, le mouvement philosophique qui est le plus autoritaire en quelque sorte, ou celui qui fait autorité, c'est le positivisme, avec Auguste Comte. Or, les positivistes développent le concept d'entropie, de dégradation, entropie naturelle, dégradation de l'énergie, et ils pensent que l'humanité mourra de froid, entropie sociale ou sociétale, que les sociétés se déliteront progressivement. Bref, on n'est pas très optimiste quant à l'avenir de la planète. Et en particulier dans 20 milliers sous les mers, de multiples dénonciations sont faites, en particulier par le capitaine Nemo, à l'égard de la pêche, qui n'est pas encore la pêche industrielle, mais qui est la pêche à la baleine, entre autres. Et Nemo voit dans tous ces pêcheurs de véritables bouchers qui vont dévaster la planète jusqu'à la dernière baleine. Donc il y a une véritable dénonciation qui est pré-écologique de la dévastation des océans par la pêche. Bon, et puis enfin, n'oublions pas que c'est un grand livre politique, puisque Nemo, c'est aussi la figure du rebelle, qui revient souvent dans les textes de Jules Verne, qui était lui-même assez anarchisant, et de multiples documents ont été révélés par son fils, d'ailleurs, sur le positionnement politique de son père, très anarchisant, à la limite utopiste. Jules Verne s'incarne lui-même à travers ses figures de rebelles, et là, Nemo, c'est la figure du rebelle par excellence, celui qui ne peut concevoir sa liberté que par la rupture totale avec le monde civilisé, avec le monde de la surface, et en l'occurrence le monde politique des nations, le monde politique des lois. Il vit dans cette liberté par rupture, de sorte que ces fonds marins dans lesquels il est maître de lui-même et de son propre mode de vie, les fonds marins constituent un refuge et en même temps un refus radical de tout ce qui est de l'ordre de la loi et de l'autorité politique, jusqu'à la limite de cette rupture qui est le terrorisme, puisque Nemo est un terroriste. Et d'ailleurs, Aronnax, qui est le narrateur de cette histoire, désignera à un moment Nemo comme étant archange de haine. Homme très raffiné, extrêmement intelligent, ancien ingénieur, extrêmement savant, mais c'est aussi un archange de haine, un homme de violence qui ne peut défendre sa souveraineté absolue parce que radicale qu'à condition de faire preuve d'une violence sans limite. Donc on est ici dans l'image d'un anarchiste terroriste, mais image absolument fascinante. Bon, et puis il y a des pages entières sur qu'on a appelé à partir de Darwin la taxinomie, et ça existait déjà chez Aristote, la classification des espèces,
Il y a, je crois, au moins 4 pages qui sont entièrement consacrées à la description de ces animaux marins. Et là, on est vraiment dans cette expérience quasiment contemplative de la nature qu'offre le Nautilus qui évolue au milieu de cette faune sous-marine. Donc c'est un livre d'exploration, comme la plupart des livres de Jules Verne, un livre d'expérience de la nature, mais encore une fois, parmi toutes les expériences de la nature, celle qui nous est offerte ici est une expérience qui est arrachée à l'expérience commune des hommes de la surface. Et c'est une expérience qui se conquiert par la rupture. C'est une expérience qui ne nous est offerte que par cet anarchiste terroriste qu'est Nemo. Est-ce que toutes les expériences de la nature doivent être vécues? En droit, oui. Dans les faits, qu'est-ce que ça nous coûte? Eh bien là, en l'occurrence, on voit que cette expérience très singulière de la nature que nous offre la traversée du Nautilus, elle ne se fait pas sans un certain coût, qui est celui du terrorisme anarchisant de ce fameux capitaine Nemo, qui, encore une fois, est personne. Ok, bah écoute, merci beaucoup, c'était passionnant, ça m'a donné envie de le relire ce livre, donc oui, le livre est assez génial. Franchement, c'était vraiment hyper intéressant. Pour rappel, pour les étudiants qui nous regardent, tu t'occuperas aussi de nos étudiants scientifiques cette année pour aller explorer à ton tour ces livres-là plus en profondeur. Très volontiers, là, il faudra relever des passages assez sidérants dans ce livre et qui n'en manquent pas. Et voilà, exactement. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marc, c'est la fin de cette première vidéo. Et on se retrouve merci à toi Pierre-Alexis. Pour les 2 prochains livres. Voilà, à la prochaine.